Salut tout le monde, bienvenue à On Joue-tu. Cette semaine, j'ai mis ma belle chemise rouge pour vous parler d'une des plus grosses sorties de jeux de 2021, Red Rising. Avant de commencer la vidéo, je voulais juste prendre 2 secondes pour remercier tous les gens qui ont aidé à contribuer au succès de cette chaîne via Patreon. Si vous êtes intéressé à m'aider à toujours améliorer la qualité de cette chaîne, allez jeter un coup d'œil sur la page Patreon. Vous allez voir, il y a 3 niveaux de financement que vous pouvez contribuer. On a même un groupe de chat privé avec David et Benji, donc du podcast, où on peut parler de jeux avec nos auditeurs. À chaque fois qu'un jeu de Stonemaier Games apparaît, c'est un peu un must dans le monde ludique d'au moins l'essayer, surtout depuis l'immense succès de Scythe. Et aussi Wingspan, même si c'est pas du même auteur. Donc Red Rising est un jeu basé sur la série de romans du même nom de l'auteur Pierce Brown. J'ai lu le premier livre en préparation pour cette vidéo. Oui, je sais, je me dévoue corps et âme pour cette chaîne. Parce que je me suis dit, il doit avoir un intérêt à avoir lu le livre pour pouvoir mieux comprendre le jeu. Je vous rassure, ça change pas grand-chose. On pourrait passer tout le jeu à même pas savoir c'est qui le protagoniste du livre. Si jamais c'est lui, c'est Darrow. Maintenant, tout ce qu'il faut savoir pour la thématique de ce jeu, c'est que dans le livre, on est dans un futur dystopique où la civilisation est séparée par couleur. Donc on a une genre de pyramide de respectabilité qui est d'ailleurs l'endos des cartes et que l'on retrouve également derrière le livre des règles. Donc tout au bas de l'échelle, on a les rouges qui vont se révolter, d'où le titre, contre les gros méchants or. Je vous avoue que les livres ne m'ont pas vraiment emballé. Il faut dire que je suis pas le plus grand fan de ce genre de science-fiction, donc je suis clairement pas le public cible. Mais assez parlé du livre, parlons maintenant des règles du jeu. Donc comme à l'habitude, je vais d'abord vous présenter la mise en place de Red Rising, ensuite on va regarder comment jouer et on va finir par répondre à la fameuse question, on joue-tu à ça, Red Rising? Alors pour la mise en place de Red Rising, vous allez prendre le plateau de jeu, vous allez le mettre au centre de la table, vous allez prendre le renard plein d'hélium, vous allez le placer là. Ensuite, vous allez prendre toutes les cartes donc, dans le jeu, il y en a beaucoup, vous les mélangez le plus que vous pouvez et vous mettez ça au centre ici sur la pioche. Ensuite, vous allez prendre les 6 plaquettes de faction ici et puis vous allez les donner à tous les joueurs. Dans mon cas, je fais une partie à 2 joueurs, donc ça va être le bleu et le rouge qui vont s'affronter. En plus de la plaquette, on va donner à chaque joueur les cubes d'influence qui vont avec cette couleur-là. Et on va aussi prendre le petit vaisseau ici et on va le placer sur la case 0 sur la piste de flotte. Vous pouvez prendre le gros dé et le mettre à la portée de tous les joueurs et aussi le petit jeton souverain, la même chose pour que tous les joueurs y aient accès. Ensuite, vous allez placer 2 cartes sur tous les lieux. Assurez-vous que vous puissiez tous voir les points ici ainsi que le nom et la couleur des personnages. Donc vous pouvez faire ça pour chaque lieu. Sachez qu'à tout moment dans la partie, on a le droit de regarder c'est quoi les cartes qui sont dessous, mais on est obligé de toujours les remettre dans le même ordre. Ensuite, on va donner 5 cartes à chaque joueur qui va être leur main de départ. Et comme ça, on va être prêt à commencer à jouer à Red Rising. Juste avant de vous expliquer comment jouer, j'ai vu sur des vidéos en anglais que Red Rising, dans la Collector's Edition, on avait des petites plaquettes comme ça pour afficher nos cartes. Sachez que si vous avez le jeu Nidavellir chez vous, vous pouvez prendre des petites plaquettes comme ça. C'est vrai que c'est assez pratique de pouvoir placer nos cartes face ouverte comme ça. Comme ça, on arrive à tout voir ce qu'on a en main sans devoir toujours les manipuler pour regarder tout ce qu'on a. Donc, juste un petit truc, si vous avez Nidavellir chez vous, puis il y en a 4 de fournis dans la boîte, donc vous en avez plein de ces petites plaquettes, ça peut être utile pour justement mettre nos cartes dans notre main. Donc, comme vous allez voir, le comment de Red Rising est assez simple, mais le pourquoi est très difficile. Je m'explique, les règles sont très simples, mais vous allez voir que savoir quelle carte jouer à quel moment, c'est de là que vient toute la complexité du jeu. Donc, je vais commencer par vous expliquer les règles pures et simples, et ensuite, on va regarder plus en détail qu'est-ce que chaque carte veut dire. Donc, dans Red Rising, comme vous pouvez voir sur la petite carte de référence ici, à votre tour, vous aurez 2 choix. Soit vous pouvez déployer ou explorer. Sachez que 90% du temps, vous allez faire l'action déployer parce que l'action explorer est moins forte. Puis je vais vous montrer dans un instant pourquoi. Donc lorsque vous décidez de faire l'action déployer, ce qui encore une fois est la majorité du temps, vous allez prendre une des cartes en main et vous allez regarder l'effet qui est écrit ici, donc où il y a ce petit symbole-ci qui est le symbole de déployer, et vous allez poser cette carte sur un lieu de votre choix et vous allez appliquer l'effet qui est écrit sur la section déployer. Une fois que vous avez posé votre carte et puis que vous avez fait l'action déployer, vous allez reprendre une carte dans votre main d'un des 3 autres lieux
ou depuis le dessus de la pioche. Donc vraiment, en gros, un tour à Red Rising, c'est on pose une carte, on en prend une autre. La deuxième action que vous avez le choix, à la place de déployer, qui est, encore une fois, pas une bonne idée en général, c'est d'explorer. Pourquoi est-ce qu'on ferait l'action explorer? Ben, peut-être parce que tous les cartes qu'on a en main, on est content avec ces cartes-là, on ne veut pas se débarrasser d'une carte. Donc, dans ce cas-ci, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la carte qui est sur le dessus de la pioche, la retourner, on ne va pas la déployer, donc on ne va pas faire l'action qui est écrite ici. On va choisir un lieu, la poser sur ce lieu et on peut prendre le bonus qui est associé à ce lieu. Donc, je répète rapidement vos deux options. La première qui est de déployer, on va prendre une carte depuis notre main, la poser sur un lieu, puis prendre une autre carte d'un autre lieu et prendre le bonus de ce lieu-là. Ou on peut explorer, donc on ne va pas poser de carte, on va garder toutes les cartes qu'on a en main. On va simplement prendre la carte sur le dessus de la pioche, la poser sur un lieu et prendre le bonus qui va avec ce lieu-là. Maintenant, le lieu depuis lequel on va choisir de prendre une carte, c'est là que ça va dicter quel genre de bonus on va prendre. Si je décide de prendre une carte depuis Jupiter, alors je vais avancer mon marqueur sur la piste de flotte. Si je décide de prendre une carte depuis Mars, alors je vais me prendre un jeton d'hélium et puis je vais l'ajouter dans ma réserve. Si je décide de prendre une carte depuis l'Institut, alors je vais tout simplement prendre un cube et le placer dans l'Institut. Et puis pour finir, si je décide de prendre une carte depuis Luna, alors je vais récupérer le jeton souverain. Le bonus du jeton souverain va dépendre de la faction que j'ai. Donc, par exemple, si je regarde les deux factions qu'on a ici, Jupiter et Mars, ben, si j'ai la faction Mars, alors chaque fois que je vais récupérer le jeton souverain, même si je l'avais déjà, je vais gagner un hélium. Donc, dans ce cas-ci, on a le même effet que si on avait pris une carte depuis Mars. Jupiter, elle, à chaque fois que je vais prendre le jeton souverain, encore une fois, même si je l'avais déjà, je vais avancer sur la piste de flotte. Donc, ici, ça veut dire que ce serait le même effet que si j'avais pris une carte depuis Jupiter. Maintenant, comme je vous ai dit auparavant, c'est possible de prendre une carte depuis le dessus de la pioche. Si par exemple, toutes les cartes qui sont sur les lieux ne m'intéressent pas, je peux décider de prendre la carte qui est sur la pioche. Si je fais ça, ben, on ne sait pas quel bonus je vais avoir parce qu'il n'est pas sur un lieu. Ben, dans ce cas-là, on va rouler le dé qui vient avec le jeu. Donc, on va rouler. Ben, dans ce cas-ci, je placerai un cube dans l'Institut. Le dé est assez simple à comprendre. Hein? Ici, on va avancer de 1 sur la piste de flotte. Ici, on va rajouter un cube dans l'Institut. On va se prendre un hélium. Et ici, on va prendre le jeton souverain. Si vous tombez sur cette face-ci du dé, alors ça veut simplement dire que vous allez choisir la carte qui est à découvert sur un des 4 lieux et vous allez la bannir. Bannir une carte, ça veut dire que vous allez la sortir complètement du jeu. Et puis cette carte-ci n'est plus accessible aux autres joueurs, à moins qu'ils aient une carte qui dit « Allez chercher dans les cartes qui sont bannies ». Donc inquiétez-vous pas, on va y revenir ça aux cartes qui sont bannies, mais sachez que c'est ça que ça veut dire le petit X sur le dé. Et pour finir, on a cet œil ici qui veut dire que vous allez prendre une carte sur le dessus de la pioche et la poser sur n'importe quel lieu de votre choix. Attention, dans ce cas-ci, vu que j'ai placé une carte avec l'œil, c'est pas une carte qui est déployée, donc je ne vais pas faire l'action qui est écrite, je vais simplement la poser. Et puis en plus de ça, je ne vais pas prendre le bonus du lieu où j'ai posé cette carte-là. C'est vraiment juste de prendre une carte et de la poser sur un des lieux. Donc maintenant qu'on a regardé comment le plateau fonctionne, on va regarder les cartes plus en détail parce que c'est de là que vient toute la complexité du jeu. Donc regardons comment lire les cartes. Comme vous voyez, chaque carte a un nom, donc un nom de personnage souvent, a des points de victoire inscrits en haut. Donc ça veut dire que si vous gardez cette carte-là dans votre main jusqu'à la fin de la partie, elle va vous rapporter 7 points de base, 15 points de base et 5 points de base. Bien sûr, chaque carte appartient à une couleur. Pour les daltoniens, inquiétez-vous pas, il est quand même écrit c'est quelle couleur, donc vous n'êtes même pas obligé de voir la couleur tant que vous êtes capable de lire la couleur. Ensuite, comme je l'avais expliqué, ce symbole-ci, ça veut dire que c'est l'action qu'on va faire avec cette carte-là lorsqu'on va la déployer. Sachez qu'une fois qu'elle est déployée, cette carte-là, vous ne l'avez plus. Ça veut dire, exemple, si moi je veux vraiment ces 7 points-là, ben, si je la déploie, je ne les ai plus, ces points-là. Par exemple, celle-ci nous dit un adversaire de votre choix perd un hélium. Ça veut dire que moi, je poserais cette carte-là sur un des 4 lieux et puis à ce moment-là, je pourrais dire à un joueur de perdre un hélium. Si on regarde cette carte-ci, la verte ici, ça dit retourner la première carte de la pioche, soit vous la bannissez, soit vous la placez, elle n'est pas déployée sur le haut d'un autre lieu. Donc encore une fois, je prendrai une carte sur le dessus de la pioche, je la regarderai, cette carte-ci, est-ce que je veux la mettre sur un lieu ou je veux la bannir, la sortir du jeu? Ça, ce serait mes choix avec cette carte-ci. La carte bleue ici, Pélus, nous permet d'avancer de 2 cases sur la piste de flotte. Par contre, tous nos adversaires vont avancer d'1 case. Donc, ça veut dire que ça peut accélérer la partie parce qu'on va arriver plus vite vers le 7e case de la piste de flotte. Maintenant, comme vous pouvez voir, on a des points de victoire et puis des petites conditions qui sont écrites ici en bas de la carte.
Ça, on va simplement les appliquer, ces effets-là, si on garde la carte jusqu'à la fin de la partie. Donc, par exemple, si on regarde cette carte, ça dit si vous avez seulement des rouges, roses, bruns et ou obsidiens, ben, ça veut dire que je ferai un bonus de 33 points. Pour vous aider, on a ici sur le bord des cartes des petits badges de couleurs qui vont représenter les couleurs avec lesquelles on va faire des combos. Donc dans ce cas-ci, si à la fin de la partie, dans ma main, je n'ai pas d'autres couleurs que rouge, rose, brun et ou obsidien, ben alors je ferai 33 points plus le 7 points qui sont ici. Donc cette carte-ci me rapporterait 40 points. Un autre exemple qu'on a ici, cette carte-ci ne vaut pas beaucoup de points, 5. Par contre, si vous avancez beaucoup sur la piste de flotte, elle peut vous rapporter beaucoup. Par exemple, ça vous donnerait 20 points de plus d'être entre le 5 et la 7 sur la piste de la flotte. Et si vous étiez entre le 8 et le 10, vous feriez 35 points de plus. Donc, comme c'est le cas pour moi, je suis à 9, ça veut dire que je ferais 5 plus 35. Cette carte-ci me rapporterait 40 points. Des fois, vous allez retrouver ce symbole-ci sur vos cartes. Ça veut dire que c'est une action qui va se déclencher à la toute fin de la partie. Donc, par exemple, si moi j'ai encore cette carte-là dans ma main à la fin de la partie, je pourrais retourner la première carte de la pioche et puis la valeur de cette carte est additionnée à votre score final. Ça veut dire que moi, je prendrais la première carte sur la pioche, tiens, 20 points de plus que j'ajouterais à la fin de la partie. Des fois, on a des cartes qui vont nous rapporter des bonus si on a des personnages spécifiques. Donc, par exemple, celle-ci, donc Victra. Comme vous pouvez voir sur les petits badges ici, ce n'est pas des couleurs, mais bien des personnages. Donc, si vous avez le personnage précis qui donne un bonus à cette carte-là, bien sûr, vous prendrez le bonus aussi. Donc, il y a 3 conditions de fin de partie. Être sur la case 7 sur la piste de flotte, avoir 7 cubes d'influence dans l'Institut et avoir 7 hélium en sa possession. Donc, aussitôt qu'un même joueur remplit 2 de ces conditions, donc si par exemple le joueur rouge est à 7 ici et à 7 ici, ça va immédiatement déclencher la fin de partie. Ça veut dire qu'on va jouer un dernier tour pour que tout le monde ait autant de tours. Ou si bien sûr on joue à plus que 2 joueurs, si toutes ces conditions-là sont remplies par tous les joueurs, donc n'importe quel joueur, alors on va déclencher la fin de partie. Donc, je montre un exemple. Disons que le joueur bleu est à 7 ici, le joueur rouge a 7 cubes ici, et un troisième joueur, le joueur jaune, aurait 7 cubes d'hélium, alors ça déclencherait la fin de la partie. Donc, je répète, si un même joueur remplit 2 de ces conditions-là, on déclenche la fin de partie, ou si n'importe quelle combinaison de joueurs remplit toutes les conditions. Donc, pour le décompte des points finaux, ce qu'on va faire, c'est d'abord, on va regarder est-ce qu'il y a des joueurs qui ont des bonus avec ces symboles-ci sur leur carte, donc des actions de fin de partie. On va d'abord faire ça. Ensuite, on va compter tous les points qu'on a sur les cartes qui nous restent en main. Donc, encore une fois, c'est les points qui sont en haut ici, ainsi que les bonus en bas des cartes. On va additionner tout ça et on va écrire cela. On va faire les points qui sont sur la piste de flotte. Donc, très simplement, on va regarder où se trouve notre marqueur et on va faire les points qui sont écrits en dessous. On va faire 3 points de victoire par hélium qui nous reste à la fin de la partie. Le joueur qui se retrouve avec le marqueur de souveraineté à la fin de la partie va faire 10 points. Et ensuite, on va faire les points pour l'Institut. Donc, très simplement, on va regarder le ou les joueurs, parce que c'est possible qu'il y ait des égalités. On va regarder c'est qui a le plus de cubes d'influence dans l'Institut. Donc, dans ce cas-ci, ce serait rouge. Donc, on va compter le nombre de cubes qu'il y a fois 4 points. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 fois 4, 28. Donc, le joueur rouge ferait 28 points. Le deuxième, celui qui serait en deuxième position, ferait 2 points par cube. Donc, dans ce cas-ci, c'est le bleu. Donc, il y a 4 cubes, 4 fois 2, ça ferait 8 points pour le bleu, et puis à la fin, c'est 1 point par cube, donc le jaune ferait 2 points. Ensuite, on va regarder s'il y a des joueurs qui ont plus que 7 cartes à la fin de la partie, ils vont perdre 10 points par carte au-delà de cette carte. Vous faites le total de tous ces points-là, puis après ça, vous le refaites, et vous le faites peut-être une troisième fois avec une calculatrice, parce que même si vous pensez que vous êtes bon en maths, il y a quand même pas mal de points. Donc voilà, ça c'est comment on joue à Red Rising. Maintenant, je vais quand même prendre 2 secondes pour vous expliquer certaines cartes puis certains termes qu'on utilise dans le jeu qui ont mené à beaucoup de confusion dans mes premières parties. La première chose que je voulais qu'on regarde, c'est bien sûr quand vous avez une carte qui dit si vous avez un autre rouge, vous avez un bonus de 26, bien sûr, vous pourriez avoir plus qu'un rouge. Si j'ai 3 rouges de plus, je vais quand même juste faire une fois le bonus de 26. C'est très important de noter aussi qu'on peut jouer une carte et puis de ne pas faire l'action de déployer. Par exemple, ici, ça dit si vous avez le jeton souverain, avancez d'une case sur la piste de flotte. Si je veux absolument me débarrasser de cette carte, je pourrais la poser. Puis tant pis, je n'ai pas le jeton souverain, donc je ne vais pas avancer d'une case sur la piste de flotte, mais je peux quand même la jouer. Lorsque vous voyez le terme placer ou déplacer, c'est très important de savoir que les cartes qu'on va placer et déplacer, ils ne sont pas considérés comme déployés. Donc par exemple, si je déploie cette carte-ci
et puis ça me permet de déplacer une carte là-bas, ben c'est pas considéré comme un déploiement. Je ne vais pas en plus de ça faire le déploiement de cette carte-là. Je ne vais pas non plus prendre le bonus. Je vais simplement placer ou déplacer la carte. Il y a des cartes qui ont des fois ce symbole-ci. Donc ça, c'est des cartes qui vont vous permettre de bloquer certaines actions des autres joueurs. Donc exemple ici, si c'est vous qui avez le jeton souverain, et puis il y a un autre joueur qui essaie de vous le prendre parce qu'eux ont fait l'action sur le lieu Luna, ben vous pouvez montrer cette carte-là. Donc ça les empêche de prendre le jeton. Et vous allez ensuite bannir cette carte et prendre une nouvelle carte sur le dessus de la pioche. Parce que c'est ce qu'on nous dit ici. Récupérer ensuite la première carte de la pioche. Il y a des cartes des fois qui vont nous demander de révéler. Donc quand on va révéler des cartes, ça veut dire qu'on va montrer aux autres joueurs des cartes qu'on a dans notre main. Donc par exemple, si je décide de déployer cette carte-ci, donc je vais la poser sur un des lieux, ça dit vous pouvez révéler 2 ors de votre main. Si vous le faites, placez 2 influences sur l'institut. Donc, je placerai cette carte-là, je montrerai aux autres joueurs mes 2 ors, je les remettrai dans ma main et je pourrais donc placer 2 influences dans l'institut. La dernière chose que je veux qu'on regarde ensemble, c'est quelque chose qui a mené à beaucoup de confusion lors de notre première partie. Comme je vous l'ai expliqué, on peut perdre des points si on a plus que cette carte. Mais moi et mon ami, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'à chaque tour, on s'est rendu compte qu'on plaçait une carte et on en reprenait une. Donc, on avait toujours 5 cartes en main. Puis on s'est dit, mais comment tu peux avoir plus que cette carte? Alors, c'est très possible que vous allez finir une partie avec 5 cartes en main et puis que ça n'aura jamais changé. Par contre, il y a certaines cartes, des fois, qui nous disent de récupérer une autre carte. Donc, si on lit ici l'action de déploiement de Darrow, ça dit récupérer une autre carte de ce lieu, sauf un or. Bannissez Darrow à moins que vous ne l'avez déployé sur un or. Donc, par exemple, si je déploie Darrow dans ce lieu-ci, alors je peux récupérer une carte. Si je décide de récupérer celle-là, je vais la prendre et puis la mettre dans ma main. Mais vu que c'était l'action de déploiement, je n'ai pas encore fait la deuxième partie de l'action de déploiement qui est de prendre une carte d'un autre lieu. Donc, ça veut dire que dans ce cas-ci, j'aurais posé une carte pour en récupérer une et ensuite 2. Et puis, je pourrais prendre un hélium vu que c'est une carte de Mars. Donc, vous voyez, c'est très important de porter attention aux termes qu'on utilise. Quand on nous dit récupérer, souvent, c'est une carte qui va venir de plus dans notre jeu. Mais attention, parce que la majorité des cartes qui nous parlent de récupérer, on nous dit aussi la chose suivante. Si vous le faites, mettez fin à votre tour. Quand vous voyez ça, que ça dit « mettez fin à votre tour », donc c'est la première partie du tour. C'est-à-dire, si moi je décide de faire ça, donc je la place ici, je récupère la carte qui est en dessous, mon tour prend fin immédiatement, je n'ai pas le droit d'aller prendre une carte ailleurs et prendre le bonus dessus. Je vous montre un dernier exemple ici, donc il y a le vlogueur. Le vlogueur nous dit si vous êtes devant le joueur à votre droite sur la piste de flotte, donnez-lui le vlogueur, donc vous allez lui donner cette carte-là et vous allez récupérer les 2 premières cartes de la pioche. Donc ça veut dire que vous allez donner une carte pour en récupérer 2, mais par contre ça nous dit mettez fin à votre tour, donc vous n'avez pas le droit de prendre une carte d'un autre lieu et prendre le bonus avec. Donc comme vous voyez, c'est très important de lire les cartes et de bien comprendre tous les termes qu'on utilise dans le jeu. Bien sûr, si vous avez des questions, il y a des termes qui ne sont pas clairs, mettez-les dans les commentaires et puis je vais vous répondre dès que possible. Donc maintenant, c'est le temps de répondre à la fameuse question. On joue-tu à ça Red Rising? Pour ceux qui ont suivi la sortie de ce jeu, je pense que vous avez certainement vu qu'en ligne, il y a énormément d'avis partagés sur ce jeu. Certains l'adorent, d'autres le détestent. Ben, après avoir fait plusieurs parties de Red Rising, je peux dire que je comprends les 2 points de vue. C'est certainement un jeu qui est réussi au niveau de la direction artistique. Avec les jeux Stonemaier, c'est presque impossible maintenant de s'attendre à un jeu de mauvaise qualité. Le matériel, les cartes et surtout les illustrations sur les cartes, même la couverture de la boîte, franchement, c'est un de mes nouveaux jeux préférés à afficher dans ma ludothèque. Donc là-dessus, il n'y a rien à redire. Il faut dire que j'ai fait la majorité de mes parties à 2 joueurs et c'est un jeu qui tourne très bien à 2. Une fois que les 2 joueurs connaissent les règles, ça peut s'enchaîner assez rapidement. On n'a jamais 2 parties qui se ressemblent. Il y a tellement de cartes dans le jeu, hein? C'est toutes des cartes uniques. Donc, il y a tellement de stratégies possibles. Ce qui est drôle avec Red Rising, c'est que la majorité des choses que j'aime de ce jeu, c'est aussi les choses que j'aime pas de ce jeu. Je m'explique, le fait d'avoir autant de cartes qui combo de façon différente rajoute énormément de stratégies possibles au jeu. Donc ça, c'est cool. Mais en même temps, le fait d'avoir autant de stratégies et de cartes possibles, ça veut aussi dire qu'on n'a aucune idée de ce qu'on fait lors de nos premières parties. On n'a littéralement aucune idée des cartes qui nous seront proposées pendant la partie. Par exemple, quand tu fais une partie à 2 joueurs, vous allez peut-être voir 10 à 20% de toutes les cartes. Donc, il y a de très bonnes chances que toute ta stratégie que tu t'étais préparée au début va s'écrouler juste parce que tu n'arrives pas à avoir les bonnes cartes qui vont sortir. Donc, c'est un jeu où on doit absolument adapter notre stratégie en cours de route lorsqu'on voit qu'elle est en train de tomber à l'eau. Et puis, pour adapter notre stratégie, il faut impérativement connaître toutes les possibilités de combo dans le jeu. Et voilà où on rencontre le plus gros problème avec Red Rising. Dans un ère où les jeux de société sortent à une vitesse surhumaine et notre capacité à surconsommer ne fait qu'agrandir,
Red Rising n'a pas le temps de laisser sa marque. Je pense très sincèrement que Red Rising est un jeu qui prend un minimum de 10 parties avant de pouvoir dire ben là je sais ce que je fais puis de ne pas se sentir perdu. Donc voici ma critique finale. Si vous achetez des jeux pour les tester et puis de passer à autre chose, évitez Red Rising. Par contre, si vous êtes le genre de joueur qui aime acheter un jeu pour vraiment se plonger dans les stratégies jusqu'à en user les cartes, ben, je pense qu'il y a beaucoup de belles choses que vous allez trouver dans Red Rising, surtout si vous jouez entre 2 et 4 joueurs. Donc voilà ce que j'avais à dire sur Red Rising. Si vous avez eu la chance d'y jouer, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi dans les commentaires. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous êtes fan de jeux de société et que vous voulez voir mes prochaines vidéos. Et puis sinon, nous, on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de On joue-tu?